Bonjour à tous. On va continuer bien sûr donc de discuter tous ensemble. Merci d'être aussi nombreux. On va s'intéresser nous aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec un enjeu fondamental, c'est l'enjeu environnemental, fil rouge bien sûr de cette matinée ici. Et je vais tout de suite faire monter sur scène, vous présenter nos deux invités, Georgina Grenon et Maëlle Besson, que je vous demande d'accueillir. Voilà, on va les laisser s'installer tranquillement. On va s'installer, je vais me mettre entre vous deux, voilà, exactement. Je vous propose chacun de prendre un micro. Voilà, on va vous présenter Georgina Grenon, bonjour. Est-ce que vous avez un micro qui est à côté de vous normalement? Voilà. Bonjour. Ça va être mieux comme ça. Directrice excellence environnementale au sein de Paris 2024. Vous nous direz plus exactement quel est votre rôle. Et Maëlle Besson, expert sport et environnement, ancien chef durabilité du ministère des Sports, ex-responsable et porte-parole sport du WWF France. Vous avez aussi participé à l'appel à candidature des Jeux de Paris 2024. Le titre de cette table ronde, comment réduire l'impact des Jeux Olympiques justement et Paralympiques et éviter ce que l'on appelle les éléphants blancs. Alors on va revenir tout de suite sur ce terme parce que, à mon avis, tout le monde ne le connaît pas. Peut-être un de vous deux veut l'expliquer, Maëlle, peut-être? Oui, mais ce qu'on appelle un éléphant blanc, c'est les équipements qui ont été construits pour des grands événements, qui sont dimensionnés pour des méga-events, qui ont des capacités d'accueil assez importantes et qui, du coup, restent dans le pays et n'ayant pas d'autres événements de cette dimension-là, sont sous-exploités et se retrouvent avec des coûts d'exploitation, des coûts qui sont sous-exploités et qui se retrouvent à l'abandon souvent dans certains événements. Ce qu'on a vu notamment après les Jeux d'Athènes en 2004, Georgina Grenon, justement, comment éviter, première question, de voir après 2024, après ces Jeux de Paris, de grands bâtiments inutilisés qui seraient laissés à l'abandon, comme ce fut le cas, je le disais, après Athènes en 2004? Écoutez, c'est d'abord, il faut challenger les modèles, il faut challenger ce qui a pu être fait auparavant, il faut se poser des questions. C'est exactement ce qu'on a fait chez Paris 2024 depuis la candidature, parce qu'on a cherché justement à réduire, à éviter des impacts des Jeux. Et en même temps, travailler sur des choses utiles. Donc, en ce qui nous concerne, pour ces Jeux de Paris en 2024, on a choisi d'utiliser des infrastructures existantes ou temporaires à hauteur de 95% de nos besoins. Et du coup, ça veut dire de construire très peu de nouveaux bâtiments. Construire très peu et faire en sorte que ce qu'on va construire du coup, réponde d'abord et avant tout à un besoin du territoire. C'est le cas avec les villages des athlètes. En l'occurrence, le Grand Paris. En l'occurrence, la région parisienne, on va dire, des besoins aussi nécessaires à la fois des logements, c'est le cas du village olympique et paralympique des villages des médias, et c'est aussi le cas avec les centres aquatiques qui est en train d'être construits en face de Stade de France, qui répondent à des besoins à la fois pour la fédération, pour des événements de ce genre, mais aussi de tous les jours des habitants de la Seine-Saint-Denis, où je rappelle, un collégien sur deux aujourd'hui ne sait pas nager. Il manque énormément des créneaux de piscine. Donc cette piscine, il ne sera sûrement pas en trop. Pour être clair et pour bien le redire, les deux seuls bâtiments qui vont être créés pour ces JO, pour ces Jeux, ce sera ce village olympique pour les athlètes et ce centre aquatique. Déjà, les villages, il faut se dire, c'est un quartier. En fait, il a été conçu comme un quartier. On sait exactement où il y aura les écoles. D'ailleurs, on va construire entre les villages des athlètes et les villages des médias, c'est 4 établissements scolaires qui vont être construits. Donc, c'est 1800 élèves qui vont retrouver après les Jeux là où aller à l'école. Il y aura des 4000 logements. Donc, tout ça, il était conçu avant comme un quartier que Paris 2024 va louer pendant un an. Mais en gros, nous sommes juste les premiers locataires. Le reste a été déjà conçu à l'avance pour ceux qui sera son utilisation, comme on l'appelle dans les jargons, en héritage, en format héritage. Et on reparlera de cet héritage. Maëlle Besson, Georgina Grenon l'évoquait, l'idée dans des jeux plus verts, dans des jeux plus durables, c'est justement d'utiliser au maximum des bâtiments qui existent déjà. Mais oui, le concept, et c'est là où la candidature s'est basée là-dessus, c'est comment ces jeux peuvent être au service d'un projet de société. Et c'est pas, on construit des équipements pour
un événement et sans se poser la question de quel est le besoin du territoire. Et du coup, toute la candidature a été basée sur la sobriété et c'est à saluer. Ce qui a permis cet axe-là, c'est aussi qu'il y a eu des évolutions, Georgine a parlé d'évolution de modèles, il y a eu des évolutions dans les cahiers des charges, notamment de la fête du CIO. Suite à l'agenda 2020 que le CIO avait produit, ça fait évoluer son cahier des charges, notamment en termes des jauges. Je veux dire, on n'oblige plus d'avoir des jauges qui sont surdimensionnées et qui sont du coup adaptées que à des dimensions de Jeux Olympiques. Et du coup, on fait sauter cette condition, enfin en tout cas on révise un peu cette condition, ce qui permet à Paris 2024 d'être sur une candidature où on réexploite l'existant. Et ça c'est quelque chose de super intéressant parce que là on parle de méga event, mais on peut le traduire sur quasiment tous les équipements sportifs en France. Chaque commune se retrouve dans la construction, dans les équipements qu'il met dans ses gymnases, ses stades et tout ça, à être contraint par des cahiers des charges qui sont définis par les fédérations nationales ou internationales d'ailleurs. Si on veut pouvoir accueillir une manifestation nationale, on doit répondre au cahier des charges de la fédération nationale. Et cet changement de modèle dans les cahiers des charges, en disant on réduit certaines choses, certaines exigences pour permettre aux collectivités d'avoir des bâtiments moins énergivores, moins surdimensionnés par rapport aux besoins locaux. Donc en fait, la problématique de CIO, enfin des Jeux Olympiques, dimensionnés que à des Jeux Olympiques, elle se retrouve sur le gymnase qu'on a dans telle et telle ville, qui est dimensionné pour des championnats nationaux, mais qui vont être reçus une fois tous les 4-5 ans. Et quand vous évoquez les jauges, Maël Besson, il y a des calculs très précis, des études qui ont été faites sur la façon dont on baisse ces jauges et l'impact sur l'environnement. Oui, alors l'impact sur l'environnement, on va parler bilan carbone. Donc il y a plein d'impacts sur l'environnement. Là, on va parler bilan carbone. Oui, les jauges ont un impact. En fait, hors JO, enfin hors événement où il y a de la basique, on enlève un peu de public. En fait, si vous voulez, il y a deux modèles. Il y a les événements qui ont besoin de construire, ils ont des bilans carbone. On va faire très schématique. Un tiers de la construction, un tiers du transport, un tiers le reste de l'activité. Hein, Georgina, tu me dis, on est à peu près dans des... Non, c'est notre cas, mais c'est pas le cas des jeux précédents. Hein. Alors, c'est pas le cas des jeux précédents, on est d'accord. On va extraire le côté infrastructure, construction, mais tous les grands événements sportifs qui ne construisent pas, on est sur 80-90% le transport. C'est le transport qui est générateur et dans ces 80%, c'est souvent 10% du public qui vient de loin et notamment en avion qui produit ces 80% de ces 80-90% du bilan carbone. Donc en fait, Paris 2024 a divisé son bilan carbone par 2 et à peu près aligné avec, en tout cas c'est mis en ordre de marche pour être aligné avec l'accord de Paris, mais au-delà de Paris 2024, au-delà de 2024, il va falloir continuer à réduire. Donc ces grands événements, on n'arrivera pas à continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre sans travailler la question du transport. Et il y a une étude qui est... côté culture de The Shift Project qui est super intéressante sur un festival. Donc on pourra faire la transposition, mais sur un festival de plusieurs centaines de milliers de personnes, on s'est rendu compte qu'en divisant la jauge par 10, on divise le bilan carbone par 20 à par 30. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une jauge plus petite, ça demande d'aller chercher du public moins loin. Et donc, moins de kilomètres parcourus, et surtout, du coup, plus accessible en transport en commun, en train et tout ça, là où quand on fait venir d'Australie, on n'a pas d'autre solution. La thématique des transports, Georgina Grenon, pour ces Jeux de Paris 2024, on a évoqué tous ceux qui vont venir de loin pour voir ces Jeux, puisque c'est un événement mondial, mais l'idée, c'est au maximum qu'on puisse ensuite se balader, se déplacer en transport en commun. Cela fait partie de choix aussi. Nous avions un choix, sont 2 sites en France, on a choisi des sites qui sont accessibles au transport en commun. Et du coup, encourager aussi les uns et les autres à venir en transport en commun. C'est important, c'est un travail de tous les jours aussi avec les France Mobilité, par exemple, pour s'assurer que les transports en commun seront à la hauteur de ces challenges. Où on le fait pour un événement. Là, il y aura plusieurs événements qui vont arriver en même temps, donc c'est un challenge logistique. Mais c'est important. Et c'est important que chacun joue sa part aussi. Valérie l'a dit tout à l'heure. On est tous ici en train de contribuer en fait à réaliser les ambitions.
Vous le disiez qu'on allait construire peu pour ces jeux. Il ne suffit pas de construire peu, il faut aussi construire plus vert. Comment cela se passe? C'est très important, en effet. D'abord, il faut éviter, il faut réduire. Et pour ça, faire un choix de ne pas construire, c'est le premier choix. Mais par rapport à un besoin, donc on s'est dit, très bien, on va construire un certain nombre d'installations, il faut les faire de la façon la plus durable possible. Et c'est là où on a fait un choix aussi de modes de construction beaucoup plus bas carbone que ce qu'on trouve aujourd'hui en France. Les villages des athlètes, on passe de 1000 kilos par mètre carré, qui est un peu le standard aujourd'hui de bonne qualité, on passe à 650, 700. Donc c'est un impact important en choisissant des matériaux comme le bois, le béton bas carbone, et aussi en s'occupant de l'exploitation dans la vie utile de ces infrastructures. On parlait de centres aquatiques, par exemple. Il sera couvert, au-delà du fait d'être construit aussi avec une ossature en bois, il sera couvert des panneaux photovoltaïques sur les toits. Donc, il va générer une bonne partie de son électricité. Ça va devenir d'ailleurs une des fermes urbaines les plus grandes de France. Donc, voilà, c'est une conception de ces infrastructures pour être à la fois construite de façon durable et puis opérée de façon durable dans la durée de vie de ces infrastructures. Maëlle Besson, on parlait de l'impact des jauges tout à l'heure en disant que si on divisait par 10 le nombre de personnes, on divisait peut-être par 20 ou 30 l'impact environnemental, en tout cas sur l'empreinte carbone. Sur les transports, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on peut se dire, voilà, si tout le monde joue le jeu, si tout le monde se déplace en transport en commun pour aller sur tous les sites, on peut d'ores et déjà dire, voilà, ces jeux auront tel impact? C'est sûr que c'est une voie c'est une voie, comme je l'ai dit, alors hors événement qui est de la construction, on est sur 80-90% du bilan carbone d'un grand événement qui est lié au transport. Donc si on ne revoit pas cette question-là, on passe à côté de la réduction nécessaire pour être à la hauteur des enjeux. Ça, mathématiquement et factuellement, on ne peut pas s'en affranchir, en fait. Mais ça veut dire, en fait, accepter de se poser des questions sur le modèle même de l'événement. En fait, Valérie l'a dit, qu'est-ce qu'on vient chercher dans un événement? C'est de l'émotion, c'est de la communion, c'est de vivre ensemble et tout ça. Est-ce que le modèle où on vient tous dans le même pays est le seul modèle dans lequel on assouvit ces besoins-là? Et c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et quand on commence à se les poser comme ça, en fait, le champ des possibles s'ouvre beaucoup plus. Et juste pour donner un exemple, alors c'est pas le transport, mais c'est sur l'impact du numérique et du streaming. Encore une fois, The Shift Project a mesuré qu'en fait, l'impact du streaming, si c'est en HD, comme on l'a connu, ou 8K, on multiplie l'empreinte environnementale de ce streaming par plus de 100. Franchement, je ne suis pas sûr que j'ai plus vibré devant un spectacle sportif avec du 8K qu'avec du HD. D'ailleurs, je crois qu'un des événements où j'ai le plus vibré, je l'écoutais à la radio. Donc, il y a vraiment ces questions de dire qu'est-ce qu'on vient chercher intrinsèquement, c'est quoi les émotions? Et est-ce qu'on a besoin? Et quels sont les formats qui peuvent nous fournir ces émotions? Peut-être pour compléter aussi par rapport aux jeux en particulier, vous savez, nous avons fait le choix de réduire les émissions de 50% par rapport aux jeux précédents. C'est déjà assez énorme. On peut rappeler peut-être l'objectif. L'objectif, justement, les jeux précédents, on fait la moyenne entre Londres et Rio, on est à 3,5 millions d'émissions. Donc nous, on a fait des estimations, on a fait des calculs, on ne peut pas parler des bilans parce que l'événement ne s'est pas tenu, mais on a fait des calculs, on s'est dit qu'on peut faire avec la moitié de ça. Donc, c'est une réduction très importante. Même un peu plus, 1,5, c'est ça l'objectif. 1,5. Donc, pour ça, ça veut dire faire des efforts, challenger les modèles, mais dans tout. On parlait des constructions, on parlait des transports, il y a tout le reste aussi. Il y a l'énergie. Nous avons fait un choix d'énergie 100% renouvelable, par exemple. Et notamment, c'est passé des groupes électrogènes. C'est passé aujourd'hui l'événementiel, et en particulier les sports, ils l'utilisent pour des jours de match, des retransmissions, des groupes électrogènes. Ça, il faut expliquer peut-être à tous ceux qui ne le savent pas, les groupes électrogènes, c'est très polluant. Un groupe électrogène, c'est
ce que vous voyez souvent à côté des événements, c'est comme des containers avec des moteurs qui génèrent de l'électricité sur la base des diesel ou des fuels. Pour vous donner une idée, un stade qui opère sous groupe électrogène consomme autour de 10 000 litres par événement. Donc 10 000 litres, c'est autour de 200 voitures qui font Paris-Marseille. On est à ces niveaux-là pour une journée d'opération. Donc, nous avons entrepris très tôt chez Paris 2024 de challenger ces modèles et c'est dire nous souhaitons être raccordés au réseau et que ce soit le réseau qui sert d'énergie primaire pour l'événement. Chose que dans l'événementiel, dans les sports, on n'avait pas forcément l'habitude de faire. Les broadcasters même n'avaient pas l'habitude de faire. Et comme le disait Maëlle, il faut que les choses servent après. Ça veut dire qu'on pourra ensuite utiliser ce modèle pour d'autres événements sportifs et se dire peut-être qu'un jour, on se passera de ces groupes électrogènes pour tous les événements sportifs. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite et c'est pour ça que nous travaillons main dans la main avec Enedis, justement pour s'assurer que le raccordement soit là, que même des raccordements des secours soient là, pour qu'on puisse avoir à la fois un raccordement primaire et un raccordement secondaire des secours. Et donc, des groupes électrogènes pourront être là, mais pas forcément s'en servir. Ça peut vraiment rester comme une option des secours ultimes, mais pas les utiliser. Donc, ça ferait des économies, et ça va faire, en tout cas pour nos opérations, des économies des carburants, ce qui fait des économies d'émissions, ce qui fait des économies des particules fines. Je veux dire, c'est toute une chaîne d'impact positif qu'on souhaite mettre en place pour nous et léguer ensuite en héritage. On le voit, la sobriété énergétique, c'est bien sûr l'un des grands thèmes, l'un des grands enjeux de ces Jeux de Paris. Maëlle Besson, on le disait, il y a l'anticipation. On le voit d'ailleurs au niveau du gouvernement actuel, c'est un sujet également. C'est l'un des défis également, de pouvoir avoir un coup d'avance toujours, et on le voit dans cette préparation des Jeux. Mais oui, parce que là, on parle de la réduction et de voir comment le sport peut travailler sur sa responsabilité en termes d'impact, mais il va subir les conséquences aussi du dérèglement climatique. Et il subit déjà. On a fait une étude au WWF sur les conséquences du dérèglement climatique sur le sport. Je crois qu'on a quelques slides en régie là-dessus. On a pris 2 scénarios, à plus 2 degrés, à plus 4 degrés. À plus 2 degrés, ça veut dire quoi en termes de projection de plus de degrés de réchauffement mondial. Ça veut dire quoi sur la France pour la pratique sportive? Ça veut dire à plus de degrés, on a 24 jours supplémentaires par rapport à aujourd'hui où il fera plus de 32 degrés, où clairement on va voilà, vous pouvez voir sur les écrans les slides proposés par Maëlle Besson. À plus 4 degrés, on est à 2 mois supplémentaires par an où on va dépasser les 32 degrés, où clairement on va déconseiller la pratique sportive. Et ça va être la même chose d'impact sur les terrains engazonnés. On a cet été des territoires où des centaines de stades engazonnés ont tout simplement grillé. Donc en fait, on a une problématique de dire comment on anticipe les adaptations à ce dérèglement climatique qui va impacter le sport, la montée des eaux sur toutes les infrastructures, des niveaux de la mer, sur toutes les infrastructures qui sont sur le littoral, les équipements sportifs qui sont pour la moitié de tous les gymnases, salles construits avant les années 87, du coup absolument pas adaptés à encaisser des variations de température. Donc en fait, il y a anticipé et il y a même la question de dire mais le sport a tout intérêt à être le premier défenseur du climat s'il veut s'il veut être en capacité de s'adapter, parce qu'il aura beau devenir complètement éco-responsable, zéro impact, il subira les conséquences des inactions des autres secteurs d'activité. Donc, et là, on rejoint le rôle d'exemplarité du monde du sport. Georgina Grenon, on a évoqué le transport, on a évoqué l'électricité pour ces Jeux de Paris. Il y a la restauration aussi qui va être un défi immense. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Complètement. Les Jeux, vous savez, il y a certains chiffres qui donnent un peu les tournis. Et sur les Jeux, c'est 13 millions de repas qui vont être servis en 2 fois 15 jours. Donc, c'est quand même un sacré challenge. Challenge, par exemple, pour les athlètes, de répondre aux besoins nutritionnels, bien entendu, mais aussi culturels, religieux. À tout ça, on a rajouté aussi un challenge, c'est de le faire de la façon la plus durable possible. Et pour ça, on a entrepris de consulter en fait, l'ensemble des filières. Ça va de l'agriculture jusqu'à la méthanisation. L'idée étant de se poser collectivement la question, qu'est-ce que l'on peut faire vraiment à ces volumes-là des plus durables à Paris en été en 2024. De tout ça est surgit la vision de la restauration des Jeux.
qui nous permet de nous engager aujourd'hui sur, pareil, une réduction de 50% de nos émissions associées à la restauration. C'est assez important, c'est montrer qu'on peut manger gourmand, qu'on peut manger bon, mais aussi qu'on peut manger moins carbone. Cela veut dire des filières locales, peut-être moins de viande, mais tout en restant adapté. C'est aussi un challenge au repas des sportifs qui sont assez parfaits. Ça veut dire 2 fois plus de végétal dans l'assiette, ça veut dire un sourcing effectivement plus national. On est à 80% d'approvisionnement en France, avec 25% d'approvisionnement dans un cercle de 250 km autour des sites. Donc ça veut dire que vous n'allez pas manger forcément la même chose entre Lille et Marseille. Voilà. Et ça veut dire travailler sur la réduction de plastique océanique. On s'est engagé à réduire de 50% le plastique océanique, ce qui est quand même assez conséquent. Voilà, donc toutes ces actions, les uns collés aux autres, travailler contre les gaspillages alimentaires, la réutilisation des équipements, tout ça devrait permettre justement de livrer ces 13 millions de repas d'une façon beaucoup plus durable. Et on commence à voir déjà l'impact sur la filière de restauration événementielle qui se pose justement des questions, qui pour servir Paris 2024 est en train de changer son modèle. Et n'oublions pas aussi qu'au-delà des questions environnementales, il y a la question sociale. C'est ce que j'allais vous demander aussi. On rejoint après la problématique du coup des éléphants blancs et de ce qui reste derrière, de ne pas faire un coup d'épée dans l'eau, si on peut dire. Voilà, c'est qu'est-ce qui va rester ensuite de ce modèle de restauration après 2024. Est-ce que dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, et puis pour la restauration effectivement en général, ce modèle-là va pouvoir durer. J'aimerais pouvoir dire oui, je veux dire, mais après ça dépend à chaque acteur. Nous on a la mission de montrer que c'est possible, et si c'est possible pour les Jeux, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être possible ailleurs. Je veux dire, si on a pu le faire pour 13 millions de repas, ça veut dire que dans d'autres environnements, ça devrait pouvoir être possible. Et puis il y a tout le travail qui est fait autour des infrastructures, pour le coup existantes, pour s'adapter justement à ces services de restauration, que une fois qu'on aura fait les changements, on espère que ça va rester. Maëlle Besson, on parlait tout à l'heure des jauges avec le public, on a parlé du réchauffement climatique qui impacte la pratique du sport. Le public, justement, est-ce qu'il se trouve dans tout ce processus? Est-ce que lui-même est sensible à toutes ces évolutions? Est-ce qu'il faut qu'il soit un acteur aussi de tout cela? Enfin, voilà, il y a vraiment un rôle pour aujourd'hui le spectateur, l'amateur de sport qui vient au stade. Est-ce que le public est sensible à ces sujets-là? La dernière polémique sur le char à voile l'a montré qu'il y avait un taux d'acceptabilité qui était qui était en train de changer. Et oui, il y a une inacceptabilité à ce que certaines disciplines ou certains sportifs, j'allais dire, aient un certain nombre de comportements, et puis même, j'allais dire, continuent à consommer pour du sport ou pour un spectacle sportif, des ressources qui sont sous tension. Et ça, c'est quand même un vrai sujet de se dire attention, que le sport ne devienne pas le symbole d'une injustice sociale face au dérèglement climatique, où en fait on aurait certains sportifs, certaines disciplines qui auraient le droit de consommer des ressources sous tension, là où le citoyen n'y a plus droit. On va la voir cet hiver avec la question de l'énergie. On va avoir une acceptabilité de dire comment on gère le fait que peut-être on ne pourra pas tous se chauffer, mais avoir des grands événements ou des stades qui sont allumés. Donc on voit bien qu'il y a un sujet où les seules disciplines qui vont pouvoir continuer à consommer certaines ressources vont être des disciplines qui seront capables de justifier d'une contribution positive à l'environnement et à la préservation. Et ça, c'est à l'intérêt général de manière générale. Donc oui, il y a une sensibilité qui est montante là-dessus, et oui, il y a un rôle. On est profondément... la transformation des comportements du grand citoyen. Comment faire justement pour que l'amateur de sport, le spectateur, soit véritablement acteur dans ce processus-là? Il faut l'accompagner, et pour le coup, je vais rebondir sur l'alimentation côté Paris 24, quelque chose que tu n'as pas dit, mais il y a l'exemple du burger veggie. On va voir quel effet, il faudrait faire un suivi sociologique, mais au-delà de l'impact sur la filière d'approvisionnement, ça normalise le fait de manger de temps en temps végétarien.
Et ça, c'est en termes de transformation de notre comportement, la norme sociale, faire évoluer la norme sociale, c'est un axe fabuleux. Et là, pour le coup, moi, j'ose espérer qu'il y aura un super héritage de Paris 24, de dire, mais en fait, ce n'est pas un sujet de manger de temps en temps végétarien. On ne dit pas de ne pas manger plus. Mais c'est pas la normalisation sociale sur ces enjeux-là, ça peut être. Donc pour moi, il y a un vrai truc une réflexion de comment on organise des événements pour qu'ils soient accessibles effectivement en transport en commun, comment on les repense pour qu'on ne fasse pas déplacer le monde entier dans un pays et tout ça, et qu'on vit à distance, comme l'a dit Valérie, en hub, et qu'on ait cette émotion. Mais il y a aussi la réflexion de le spectacle sportif, les grands événements. Quel modèle de société on promeut? Est-ce qu'on promeut le SUV, le transport aérien, des services et des produits fortement émetteurs de gaz à effet de serre? Ou est-ce qu'on promeut d'autres modes de pratique, comme le manger de temps en temps végétarien dans son assiette? Au-delà de la restauration, Georgina Grenon, comment est-ce que vous comptez pour ces Jeux de Paris 2024 mettre le spectateur, le public au cœur justement de cette action climatique? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui feront que voilà, il se sentira aussi investi quelque part de cette mission? En tout cas, ça fait partie du travail que l'on mène. Hein. Aujourd'hui, on est là, ceci déjà pour expliquer l'importance déjà des choix que nous avons faits, qui challenge complètement les modèles habituels, de les expliquer pour que chacun comprenne en fait les choix qui ont été faits. Pourquoi, quand on arrivera au stade, effectivement, on trouvera peut-être des burgers veggie. Et il faut qu'on comprenne pourquoi on l'a fait. Et parce que pour pouvoir changer son comportement, il faut vraiment comprendre l'importance de le faire. Et donc, ça fait partie justement des messages que l'on passe, qu'on va passer, en tout cas, au fur et à mesure. Et puis, au moment des Jeux, voilà, chacun devra contribuer ou jouer sa part. Ça me permet de vous demander aussi, tiens, on évoquait toutes les innovations écologiques pour ces Jeux. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, tout est prêt au sens où vous avez déjà développé tout ce qui pouvait être plus vert? Ou est-ce qu'il y a encore des pistes? Ou est-ce que vous êtes en phase d'essai, de test, et que maintenant tout est rodé? Ou est-ce qu'il y a encore des domaines sur lesquels il y a de la recherche ou... Écoutez, on pourrait parler d'innovation technologique, je vais revenir dans un instant, mais au-delà de ça, il y a des innovations méthodologiques, il y a des innovations sociales, il y a des innovations de différents genres, pour certaines, on les a déjà déployées, pour d'autres, sont en cours de déploiement. Et par exemple, pour ce qui a déjà été déployé, comme je disais, le fait de travailler sur un raccordement réseau, c'est possible, c'est vu avec Enedis. La fourniture sur des électrons renouvelables, c'est vu avec EDF. Voilà, on a avancé, on a pu déjà marquer un certain nombre de points qui devaient être faits par des temps de passage compatibles avec 2022, on va dire. Sur d'autres questions, par exemple la question sociale, l'effet d'avoir mis dans nos cahiers des charges des clauses, des demandes particulières, des prestations, par exemple au niveau d'insertion. On est aujourd'hui au restaurant du village des athlètes au niveau des 15% d'insertion. C'est déjà dans les contrats. Donc, c'est-à-dire cette innovation sociale associée à la restauration, on va l'avoir exécutée au moment de jeu, mais il a fallu la mettre en place plus tôt. Et ensuite, il y a des innovations, peut-être quelques innovations aussi technologiques sur lesquelles nous sommes encore en train de travailler. Je parlais des groupes électrogènes. Vous savez, on a mis vraiment un effort supplémentaire pour que les peu de groupes électrogènes qu'on aura, on les ait de façon la moins carbonée possible, donc pour encourager l'innovation. C'est des appels à projets qu'on avait lancés en 2019 et qu'aujourd'hui, on retrouve des prototypes, des premières des séries qui sont testés. Et justement, nous sommes en train de les tester en conditions réelles, en faisant parfois même évoluer la réglementation pour que ces appareils ils puissent être au service des jeux, au moment des jeux, si la performance prouve être au rendez-vous.
On parlait tout à l'heure du rôle du public dans ces jeux verts de Paris 2024. Il y a la question du sportif aussi, des athlètes. On se souvient qu'on avait reproché un petit peu aux athlètes de ne pas assez s'impliquer pour la candidature des Jeux de Paris en 2012, qui finalement étaient revenus à Londres. Ils sont plus impliqués dans cette campagne pour 2024 et largement. Est-ce qu'ils sont impliqués aussi à ce niveau écologique avec ces nouvelles problématiques, Maël Besson? Est-ce que c'est le sentiment en tout cas que vous avez? Pour échanger avec beaucoup, ils sont très réceptifs, ils sont dans des contradictions, dans des interrogations, parce que, juste pour rappeler, souvent on pointe le comportement des sportifs, mais ils sont que l'acteur central d'un spectacle sportif qui est organisé pas que par eux. Ils n'ont souvent pas le choix du circuit international qu'ils doivent faire. Ils choisissent même pas le transport qu'ils doivent prendre et tout ça. Donc juste attention de ne pas stigmatiser juste le comportement. Ils sont pas seuls responsables. Ils sont l'image souvent de leur sport. Les sponsors ont une responsabilité, les organisateurs, les fédérations internationales. Donc voilà. Mais en tout cas, ils ont une image et ils ont une sensibilité et ils sont de plus en plus ils interrogent de plus en plus leur système. Là où c'est important qu'ils prennent la parole, qu'ils changent de comportement, c'est-à-dire que c'est plus qu'une question pour moi d'exemplarité, c'est une question de responsabilité. L'impact environnemental d'un footballeur qui boit dans une bouteille en plastique, son impact environnemental, il n'est pas d'une bouteille en plastique, il est de X bouteilles en plastique consommées par effet d'imitation. C'est ce qui justifie tout le sponsoring. C'est parce que il y a cet effet d'influence sur le comportement d'achat, le comportement de consommation derrière et tout ça, qu'il y a tout cet investissement en sponsoring. Donc il y a une vraie responsabilité de dire le sportif, dans les acteurs qui construisent le spectacle audiovisuel, encore une fois, on promeut quel comportement, on met en avant quel comportement et quel mode de société on promeut à travers ça. Et pour le coup, en off, il y a beaucoup de sportifs qui se posent la question, qui s'interrogent et qui sont pris dans un système où c'est pas si évident que ça de prendre position parce que ils sont obligés de prendre l'avion pour suivre le circuit. Mais on parle des sportifs, mais alors je vais faire une petite pointe à votre métier. Mais là, on parle des groupes électrogènes dans les stades. Un des freins à ce qu'on s'affranchisse des groupes électrogènes, c'est les diffuseurs qui veulent sécuriser au maximum la diffusion, et c'est normal. Et le groupe électrogène est vécu comme plus sécuritaire que le réseau. Et c'est un changement d'habitude, parce que les hôpitaux, ils sont sécurisés aussi en termes d'alimentation. Qui pourrait être un secours, comme le disait Georgina Grenon. Et qui pourrait être un secours. Mais, donc voilà, en fait, il faut vraiment avoir en tête qu'il y a les solutions, l'innovation, les technologies et tout ça, mais il y a aussi l'acceptabilité à changer nos comportements, à adopter ces nouvelles solutions, ces nouvelles habitudes, ces renoncements aussi, il faut le dire. Il y a des renoncements qu'on va devoir faire sur des niveaux de confort, de température, de machin. Et ça, il faut le travailler, cette acceptabilité. Est-ce que de votre côté, il y a un travail de sensibilisation justement à ces athlètes, ou en tout cas à leur dire, voilà, venez nous filer un coup de main, peut-être pour vendre, entre guillemets, ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, montrer qu'ils sont des Jeux écologiques? Écoutez, complètement. Déjà, il y a un travail des pédagogies, des partagés. J'ai dit, il y a un certain nombre de choix qui ont été faits, il faut qu'ils soient compris. Il faut aussi que chacun puisse comprendre comment jouer sa part, et c'est la discussion que nous avons avec les athlètes. Les athlètes nous inspirent aussi, il faut le dire, parce qu'il y a dans leur énergie, dans leur capacité de dépassement, un peu le miroir de ce que nous cherchons à faire. Donc on est là en train de chercher à nous dépasser, à faire différemment, à pouvoir inspirer des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de travailler. Donc c'est un peu à deux voix, on les écoute beaucoup aussi sur ces attentes. On disait, Maël, il y a beaucoup d'interrogations et on trouve que les athlètes vont devenir tout simplement nos meilleurs ambassadeurs. Une question encore sur ce qu'il reste à faire avant ces Jeux dans un peu moins de 2 ans. Maintenant, quel est le travail que vous allez devoir faire pendant ces 24 mois? Ça va passer très très vite, mais voilà, pour faire des Jeux encore plus verts, pour atteindre cet objectif que vous vous fixez. Quel est le plan de travail? Écoutez, pour nous, l'objectif, vous savez, double. D'un côté, livrer des jeux exemplaires, le plus exemplaire possible, et ensuite, faire en sorte que ces jeux soient un accélérateur de la transformation. Donc, dans ce qui nous reste, c'est
c'est dans ces deux volets-là. D'un côté, sécuriser un certain nombre de réalisations sur lesquelles nous avons déjà, comme je disais, bien avancé. Comme vous dites, 100% de nos achats sont aujourd'hui répondent à des critères responsables. Il faut continuer, il faut faire en sorte que nos fournisseurs respectent les cahiers des charges, que les choses qui ont été négociées et promis soient livrées. Ensuite, il y a un travail d'accompagnement de certaines innovations pour que ils puissent arriver vraiment au but. Et en parallèle, un travail sur justement l'accélération de cette transformation, faire en sorte que l'exemple, un certain nombre de changements de pratiques, comme on disait l'énergie, comme on disait la restauration, les transports, puissent être adoptés par les sports, par l'événementiel. Il faut que les sports prennent sa part, vraiment. Je pense que Paris 2024 a fait son choix de prendre sa part. Il faut que les sports soient un acteur de ces changements, de cette accélération pour la transformation écologique. Maëlle Besson, on a bien compris, a priori, avec Paris 2024, on n'aura pas ce problème des éléphants blancs, puisqu'on a compris que les bâtiments avaient déjà une destination, comme on dit, une autre utilisation qui sera faite après. Est-ce que vraiment le rêve que tout le monde peut faire, ou l'objectif qui peut être atteindre, c'est que ces jeux soient vraiment un modèle et représentent peut-être un tournant dans la manière dont le sport à l'avenir se pratique, ou en tout cas tout ce qui se fait autour, on parlait de la restauration, des transports, etc., puisse changer? Moi, je pense que Paris 24 sera une marche dans la trajectoire de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et une marche qui a marqué, qui a fait passer un cap. Après, est-ce que tout sera parfait? Je pense que, évidemment, non. Et la grosse difficulté, c'est que c'est une marche. Il y en a d'autres à franchir derrière. Donc, pour moi, le modèle qui est viable et qui est aligné avec les accords de Paris en 2024, pour moi, en 2036, oui, c'est ça, ça sera plus viable. Ça sera plus ce modèle-là qu'il faudra... En fait, Valérie l'a très bien dit, et je partage complètement. Il faut se poser la question de le sport, à quoi il peut ressembler, et les grands événements, à quoi ils peuvent ressembler au regard des limites planétaires et du sujet. Et ça veut dire prendre en compte plein de paramètres. C'est qu'est-ce qu'on aura le droit de consommer ou d'émettre en termes de pollution pour être dans la capacité de la planète, respecter la planète, ce que la planète est capable d'absorber ou de produire. Mais il faut avoir la photographie globale, c'est-à-dire à quoi on va devoir s'adapter aussi. C'est-à-dire que des JO après 2030, ça veut dire des températures telles que ça, c'est-à-dire des JO d'hiver. Est-ce que ça a encore du sens d'avoir des JO d'hiver dans le futur? Est-ce que ça doit être des JO de montagne? Et est-ce qu'on doit réinventer le modèle? Donc il y a cette question de quelles sont les évolutions climatiques et environnementales auxquelles le sport va devoir s'adapter, mais aussi sociétales, c'est-à-dire on parlait d'acceptabilité, l'acceptabilité à ce que certains, en termes de réglementation, pour limiter l'impact de nos activités humaines sur le sport, et puis qu'est-ce qu'il peut décemment promouvoir comme mode de société plus ou moins éco-responsable. Donc pour moi, c'est l'ensemble de cette photographie qui pourra nous dire le sport, il peut ressembler à quoi à la hauteur, pour être dans les limites planétaires. Et encore une fois, c'est pas idéologique, c'est juste mathématique, c'est des milliers de scientifiques qui nous font le constat et nous disent voilà, ça doit rentrer là-dedans. Oui, je pense qu'on est complètement d'accord. Et en même temps, les Jeux, c'est quand même les plus grands événements du monde, mais ce n'est qu'un événement. Donc l'idée, comme tu dis, c'est d'être une étape, mais c'est une étape qui, on espère, montrera aussi la voie, montrera que si c'est possible à cette échelle, alors c'est possible sur tout un tas d'autres actions sportives, mais aussi événementielles au sens large, qui pourraient suivre la même voie en 2024, en 2030, parce qu'il faut dire qu'il y a un bon nombre d'activités qui aujourd'hui ne sont pas du tout alignées avec l'accord de Paris. Nous avons fait ce choix d'être alignés avec l'accord de Paris, maintenant il faut que le reste suive. Voilà, et ce sera le mot de la fin, les JO, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ces enjeux environnementaux et la trace qu'ils laisseront. Et voilà, peut-être que ce sera un modèle, un tournant. Merci à tous les deux d'avoir été là. Georgina Grenon, je rappelle votre titre, directrice excellence environnementale au sein de Paris 2024. Et vous, Maëlle Besson, expert sport et environnement. Merci infiniment à tous les deux. Je redonne la parole à Céline Asselot. Merci à vous. Cette matinée.
Et merci à Victor Maté, bien évidemment. On va faire une petite pause d'une vingtaine de minutes et puis à 12h15, on va continuer à explorer cette question de l'environnement et de la question sportive avec cette thématique précise. L'hydrogène est-il le salut du sport automobile? Prise de parole de Pierre Fillon, qui est donc le président de l'Automobile Club de l'Ouest et qui organise notamment les 24 heures du Mans. Il aura plein de choses à dire sur le sujet, une petite démonstration aussi à faire, vous verrez ça. 12h15, ici même, Galerie Seine. Merci à tous pour votre attention, je vous dis à tout à l'heure.